Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours MQAD qui est consacré à une introduction à la programmation linéaire. Alors nous sommes toujours dans le cadre de la première partie du cours MQAD qui, je vous rappelle, s'appelle Recherche opérationnelle, et on a vu donc la deuxième partie, ce sera statistique, je vous rappelle. Donc on a vu dans une première partie les problèmes d'ordonnancement des tâches d'un projet. Et on va maintenant s'intéresser donc à un deuxième type de méthode, c'est les méthodes d'optimisation linéaire, de programmation linéaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la démarche que l'on va suivre, ce sera assez similaire en fait à la démarche qu'on a suivie pour l'ordonnancement des tâches d'un projet. Et en fait, c'est une démarche qui est assez commune à tous les problèmes de recherche opérationnelle. Elle comporte 5 phases. La plus importante, c'est la première, c'est analyser en fait, identifier le problème de gestion pour lequel on va construire un modèle. C'est une étape importante, difficile, même si dans les exercices qu'on va faire, elle est largement tronquée, puisqu'on vous donne déjà un exercice, déjà la situation si vous voulez, a déjà été analysée. Mais dans la vie réelle, en entreprise, c'est difficile parfois d'identifier correctement les problèmes pour lesquels on va construire un modèle. Partie difficile importante. Ensuite, on va collecter les données, les informations nécessaires pour construire le modèle. Là aussi, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui est difficile, qui est long, mais là encore, dans le cadre pédagogique, on va simplifier. Donc, troisième étape, c'est construire le modèle, un petit peu comme pour les projets, on a construit un modèle de graphe, donc, rappelez-vous, sommet les arcs, pour les tâches du projet. Là, on va construire un modèle, là aussi c'est un modèle quantitatif qui va nous permettre, donc, a priori, d'optimiser, donc de trouver des solutions optimales aux problèmes qu'on se posait. Ça, c'est la partie un peu calcul. Je vous rassure, en fait, la partie calcul, la partie mathématique, en fait, c'est la machine qui l'a fait maintenant. Il y a quelques années, on faisait ça à la main, tous ces calculs de programme linéaire. Maintenant, n'importe quel PC a des logiciels pour le faire. C'est très facile à faire maintenant en informatique. Et donc, vous n'aurez plus ces calculs à faire à la main et uniquement à utiliser un logiciel pour obtenir les solutions. Par contre, une tâche humaine qui reste encore une tâche humaine pour l'instant, c'est la partie interprétation et discussion. Donc, on revient au problème réel et on regarde les solutions du modèle par rapport à la réalité, par rapport aux problèmes concrets de décision qu'on se posait. Donc tout de suite, je vais attaquer par un exemple, en fait, la même démarche que pour les projets. Je vais présenter un exemple, l'idée étant qu'on va découvrir la manière de modéliser de manière pratique, et en TP, on fera pareil, on va faire beaucoup d'exemples, et vous apprendrez donc à modéliser par la pratique. Alors, l'histoire qui est largement simplifiée par rapport à la réalité, dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'une production, en fait, d'une production de ski, donc Skilys produit des skis. J'ai largement simplifié la réalité. Pour ceux parmi vous qui connaissent la production des skis, c'est largement simplifié. Je suppose donc que les skis sont produits dans 3 divisions. Division 1, donc c'est les noyaux en bois. Division 2, les noyaux en polyuréthane. Et division 3, le moulage. Donc, pour simplifier, donc les skis, ils ont toujours un noyau qui est soit en polyuréthane, soit en bois. Donc, ils passent soit en division 1, soit en division 2. Et ils passent tous au moulage, donc en division 3. Alors, l'entreprise Skilys a des difficultés et donc souhaite se diversifier un petit peu. Et pour cela, donc, elle décide de produire, de se lancer dans 2 produits nouveaux qui sont des snowboards, nouveaux pour elle, des snowboards, et donc de produire 2 modèles de snowboard, le modèle 1 et le modèle 2, et un modèle de freestyle, un modèle alpin. Et donc, ces modèles de snowboard, ces snowboards, il va falloir les produire dans les divisions existantes. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de place, on va libérer un peu de potentiel de production en division 1, en division 2, en division 3, de manière à pouvoir produire les nouveaux produits. Voilà, donc c'est fait. On réorganise la production, et donc on dispose, après organisation, d'un potentiel de 40 minutes par jour en division 1, de 120 minutes en division 2, et de 180 minutes en division 3. Donc l'idée, naturellement, c'est d'optimiser ce potentiel de production, c'est-à-dire d'avoir la production de snowboard qui utilise ses ressources de manière optimale pour dégager un maximum de profit. On en vient à identifier la décision qu'il y a à prendre, c'est décider de la production. Donc on va exprimer de manière claire, décider quelle quantité produire pour les snowboards de modèle 1 et modèle 2, de manière à maximiser le profit, un maximum d'argent, c'est le but de toute entreprise, tout en respectant les contraintes. On a vu des contraintes de capacité de production qu'il va falloir respecter. Alors on a besoin pour modéliser de collecter quelques données supplémentaires, quelques informations supplémentaires. Donc après enquête, donc on se rend compte, après étude, que la production d'un modèle 1, donc le premier modèle de Snow, utilise 2 minutes en division 2 et 2 minutes en division 3. Autrement dit, il passe en division 2 en division 3, donc noyau en bois, en polyuréthane, pardon,
Et donc, il est moulé en division 3 et à chaque fois, il prend 2 minutes. La production d'un modèle 2, donc là, il passe en division 1, donc le noyau en bois, et en division 3 pour le moulage. Donc, chaque produit consomme en fait 1 minute en division 1 et 3 minutes en division 3. Voilà. Et donc, des données aussi naturellement concernant les profits. Hein, on considère que le profit généré par la production d'un modèle 1, c'est de 40 € et d'un modèle 2, c'est 30 €. C'est-à-dire qu'on simplifie largement la réalité là aussi, parce qu'on suppose que tout ce qui est produit est vendu. Hein. Voilà. Donc, la modélisation de Stiglitz va nous permettre maintenant d'exprimer les contraintes sur le fait que les ressources, les capacités de production sont limitées, sous forme d'un modèle mathématique. Alors, n'ayez pas peur, c'est effectivement un ensemble d'inéquations mathématiques, équations linéaires. N'ayez pas peur, c'est facile à faire, et surtout, il n'y a pas de calcul derrière, encore une fois, c'est les logiciels qui vont permettre de résoudre. Donc la première étape de la construction du modèle, c'est bien choisir des variables de décision. Donc là, on va le faire. Le choix que l'on fait, hein, on utilise deux variables mathématiques. Donc x1 va correspondre au nombre de modèles 1 produits journalièrement. Et x2, ce sera le nombre de modèles 2 produits chaque jour. Donc moyennant quoi, on va pouvoir représenter les contraintes sous forme de relations mathématiques, sous forme d'inéquations linéaires ici. Alors, première contrainte, donc je vous laisse voir ce texte en fait, et naturellement l'assimiler et le comprendre. Tout simplement, on va dire que si la production d'un modèle 2 utilise 1 minute, alors si vous produisez donc x2 unités, ça vous consomme x2 minutes. Autrement dit, la consommation est proportionnelle à la production, et que comme au départ vous disposez de 40 minutes, on va écrire que ce qu'on consomme de la ressource, donc disponibilité dans la division 1, ce qu'on consomme ne dépasse pas ce qu'on a. Hein. Je dispose de 40 minutes, j'écris que ce que je consomme de la ressource ne dépasse pas ce que j'ai dans ma capacité, hein, ne dépasse pas la capacité de production. Donc j'écris simplement que x2 est inférieur ou égal à 40. Une équation très simple. Alors, je pense que vous trouvez ça simple, effectivement, vous êtes d'accord, certainement, parce que c'est simple. Hein. Ceci dit, il faut être conscient du fait que quand on fait ça, on simplifie la réalité. Parce qu'on suppose que le fonctionnement de cette production est proportionnel à la quantité produite. C'est-à-dire que si vous produisez 2 fois plus, vous consommez en ressources 2 fois plus. Vous me dire, ça paraît normal. Pas toujours. Hein. Pas toujours, on peut avoir des économies d'échelle. La production n'est pas forcément linéaire hein, en termes de consommation de ressources. Donc là, clairement, on fait une simplification par rapport à la réalité, peut-être. Hein. Il faut être conscient, on a le droit, hein, parce qu'au début, c'est mieux de commencer par simple, mais il faut savoir qu'on simplifie, il faut être conscient du fait que le modèle est simplifié, comme tout modèle. Voilà. Donc x2 inférieur ou égal à 40, première contrainte. Deuxième contrainte, donc 2x1 inférieur ou égal à 120. Alors pourquoi? Parce que en division 2, il n'y a que le produit 1 qui consomme de la ressource, et chaque unité consomme 2 minutes. Donc si on produit x1 unité, ça consomme 2 fois x1 minutes. Et on écrit là encore que ce qu'on consomme, donc 2 fois x1, est inférieur ou égal à ce qu'on a, c'est-à-dire 120 minutes. Donc 2x1 inférieur ou égal à 120. Et enfin, troisième contrainte, en division 3, donc on dispose de 180 minutes. Seulement là, il y a les deux produits, le produit 1, le modèle 1 et le modèle 2 qui consomment de la ressource. Donc là aussi, on écrit que simplement ce que je consomme, donc la somme de ce qui est consommé par le produit 1 et par le produit 2, ne dépasse pas ce qu'on a, c'est-à-dire 180. Donc c'est 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 180. Alors là aussi, on simplifie parce qu'on suppose non seulement que c'est proportionnel effectivement à la quantité pour chacun des produits, mais qu'en plus c'est additif. C'est-à-dire qu'on peut additionner des consommations, hein, que les deux produits, si on les produit ensemble, ne se gênent pas l'un et l'autre, hein, ou à l'inverse, il n'y a pas de synergie. On dit que c'est purement additif. Là aussi, on simplifie la réalité. Donc, on est ici sur un modèle linéaire, hein, parce qu'en fait, c'est proportionnel et additif, linéaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'inéquations linéaires par rapport aux variables. Voilà. Alors, la fonction économique, ça correspond à l'objectif du problème. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ah, ici, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça consiste, l'objectif, c'est d'optimiser le profit. Donc, on va écrire que
le profit dégagé par l'opération de production doit être rendu maximal. On va maximiser la fonction Z, qui est en fait le profit généré par la production et la vente. On dit que tout ce qui se produisait se vendait. Donc la production de X1 unités du modèle 1, donc ça génère 40, ça c'est le profit unitaire multiplié par X1, donc 40 X1 euros, plus 30 fois X2, puisque chaque modèle 2 génère 30 euros. Voilà. Donc là aussi on suppose que le profit c'est une fonction linéaire, donc c'est proportionnel à la quantité produite et vendue, et c'est linéaire aussi, c'est additif, on peut ajouter donc les deux produits. Donc là aussi, simplification par rapport à la réalité. Voilà, donc on a obtenu finalement ce qu'on appelle un programme linéaire, c'est-à-dire un ensemble de contraintes linéaires, donc un ensemble d'équations ou d'inéquations linéaires par rapport à des variables de décision, avec une fonction économique, un objectif qui est également une fonction linéaire par rapport aux variables de décision. Vous remarquerez que j'ai rajouté deux contraintes dont je vais parler, c'est le fait que, des contraintes de bon sens, que x1 doit être positif ou nul et x2 positif ou nul. Il ne s'agit pas de produire des nombres négatifs, naturellement, de ce bord. Il faut rester dans le positif. De manière plus précise, il faudrait même imposer des contraintes d'intégrité, c'est-à-dire obliger les valeurs de x1 et x2 à être entières, parce qu'on va produire un nombre fractionnaire de chacun des produits. Voilà. Donc, on va maintenant résoudre ce programme linéaire, essayer de trouver les solutions optimales. Alors, je vous ai dit que la résolution, c'était fait par un logiciel. Effectivement, vous allez voir très vite, en fait, on va faire des calculs, on va faire des calculs à la machine. Votre PC dispose d'Excel et sur Excel, donc il y a un outil qui permet d'optimiser les programmes linéaires, donc il n'y a aucun effort à faire, c'est magique, c'est merveilleux, c'est parfait. Donc, par contre, pour comprendre, je vais quand même aujourd'hui illustrer en fait la résolution, ce que fait la machine, si vous voulez, par un graphique. Alors là, on peut faire un graphique, naturellement, uniquement parce que vous n'avez que deux variables. Deux variables x1 et x2, donc on fait un graphique en deux dimensions, donc avoir un axe x1, un axe x2, et donc représenter les contraintes de la fonction économique, on va le voir, de manière simple, de manière géométrique. En dimension 3, c'est trois variables, c'est un peu difficile de faire un dessin en dimension 3, je vous ai un peu de mal peut-être. Et naturellement, si on dépasse la dimension 3, c'est plus de trois variables, on ne pourrait pas faire cette méthode graphique. Donc cette méthode graphique, c'est uniquement pour visualiser, pour comprendre ce qu'on fait. Dans la pratique, on utilise une méthode algébrique. Et en fait, en pratique, on utilise un logiciel qui utilise une méthode algébrique. Donc c'est encore plus simple. Il y a qu'à appuyer sur un bouton, si vous voulez, et on obtient la solution optimale. Bon, ceci dit, c'est quand même bien de comprendre ce que fait la machine, parce que les logiciels, si on utilise ça comme des boîtes noires sans comprendre ce qui est fait, on a du mal en fait à s'approprier les résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trace une droite correspondant à la première contrainte. Alors pourquoi une droite? Parce que la contrainte c'est x2 à 40, donc ça définit de manière géométrique un demi-plan. Et on trace à droite x2 égale 40, et donc la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui se trouve en dessous de la droite d'équation x2 égale 40. Donc j'enlève la partie en bleu et je garde uniquement la partie en dessous, donc c'est tous les points pour lesquels x2 est inférieur ou égal à 40. Alors, pour la deuxième contrainte, je vais tracer là aussi une droite, donc correspondant à l'équation 2x1 égale 120. Et donc la contrainte c'est 2x1 inférieur ou égal à 120. Donc j'élimine la partie qui se trouve à droite, le demi-plan qui se trouve à droite, et je garde donc la partie qui se trouve de l'autre côté. Donc ça c'est tous les x1 tels que 2x1 est plus petit ou égal à 120. Même chose pour la troisième, sauf que là c'est plus parallèle aux axes, c'est 2x1 donc plus 3x2 égale 180. Donc j'élimine là aussi tous les x1 et x2 qui sont tels que la contrainte est violée, donc le demi-plan qui se trouve au-dessus, en haut à droite, là, de 2x1 plus 3x2 égale 180, j'élimine tout ça, et donc il me reste finalement un domaine bien réduit. Je vais réduire encore en enlevant tous les x1 et x2 négatifs. Voilà, ça va être fait. J'élimine ça. Et donc finalement, il me reste au milieu un ensemble de x1 et de x2 qui satisfont toutes les contraintes. Et quand tous les points qui se trouvent à l'intérieur, eh bien, ils sont tels que l'ensemble des contraintes est bien satisfait. On appelle ça l'ensemble des solutions réalisables, ça veut dire que tous les points, tous les couples x1 et x2 satisfont l'ensemble des contraintes. Voilà.
Donc maintenant, le problème d'optimisation qu'on va avoir, c'est trouver en fait le couple x1 et x2 qui vient dans ce domaine-là et qui maximise la fonction économique, qui maximise z. Alors c'est quelque chose que on peut faire graphiquement facilement parce que la fonction z, c'est z égale 40x1 plus 30x2. Alors, on va chercher en fait le 40x1 plus 30x2 qui est le plus grand possible. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une approche graphique là aussi. Hein, si vous faites 40x1 plus 30x2 égale quelque chose, hein, quelque chose, c'est un truc qui varie, hein, ça vous donne une famille de droites. Donc on va en fait déterminer une famille de droites correspondant, représentant géométriquement ce profil. On va faire des droites d'isoprofil, tous les points de la droite ont le même profil, donc avec la pente correspondant identique à la pente de 40x1 plus 30x2 égale 0 par exemple, c'est la première. Hein. Et donc, plus je vais en fait déplacer cette droite parallèlement à la première, hein, cette famille de droites parallèles, déplacer dans le domaine, plus je vais augmenter le profit. Hein. À chaque fois, ça donne un z qui est plus grand. Donc je vais le faire, je vais déplacer ici le profit, j'augmente le profit, d'accord? Donc l'idée c'est que, en me déplaçant comme ça, j'ai un profit qui est meilleur, donc je vais en fait pousser le plus loin possible. Hein. Alors on pourrait pousser très très loin, le problème c'est qu'il faut comme rester dans le domaine. Hein. Il faut comme trouver un couple x1 et x2 qui satisfont bien l'ensemble des contraintes, et en fait on voit bien que finalement, hein, si on cherche à déplacer le plus possible à droite tout en restant dans le domaine des solutions réalisables, on va en fait s'arrêter à un sommet qui correspond en fait à la solution optimale du problème. D'accord ? Et graphiquement, ici, on peut donc trouver que la solution optimale, c'est donné donc par x1 égale 60, x2 égale 20, et donc le z correspondant qui vaut 30 000. Donc on va maintenant présenter rapidement la méthode algébrique, et surtout comment on fait dans Excel. Bon, ça sera surtout au cours suivant, puis en TD, on verra de manière pratique en TD comment faire. Dans Excel, il existe un outil qu'on appelle le solver. Il vous suffira en fait d'aller chercher dans Excel le solver, de poser le problème, donc on verra en TD de manière pratique comment c'est fait ici, hein, et de rentrer en fait dans Excel, dans le solver, dans la boîte de dialogue du solver, quelles sont les variables, quelles sont les contraintes et quelle est la fonction économique qu'on cherche à optimiser. D'accord ? Et simplement, je l'avais dit tout à l'heure, en appuyant sur un bouton résoudre, on aura la solution optimale. Hein, donc c'est magique, effectivement, c'est pratique. Hein. Excel permet facilement donc d'avoir la solution optimale à un problème linéaire. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc tout ce qu'on va faire nous ensuite en TD, c'est passer un peu de temps, un peu d'énergie pour apprendre à modéliser. C'est-à-dire on va, sur des exemples concrets, pratiques, faire l'opération qu'on a fait rapidement ici sur un exemple simple. Donc ça va parfois un peu plus compliqué. Donc on va apprendre en fait à construire le problème linéaire, à déterminer l'ensemble de relations mathématiques qui vont nous permettre ensuite d'avoir une solution optimale, mais encore une fois, sans effort, sans douleur, sans calcul, parce que c'est la machine qui va donner la solution optimale. Merci de votre attention et donc à très bientôt en TD pour pratiquer ceci. Au revoir.